Netanyahou à Londres plaide pour une lutte conjointe contre le terrorisme islamiste au Moyen-Orient. Entretien avec David Cameron où il a aussi été question des négociations avec les Palestiniens. La pression des migrants s'intensifie en Serbie et en Hongrie. L'armée hongroise a même été mobilisée pour intervenir alors que plus de 5000 réfugiés ont franchi la frontière depuis hier. Révolte au sein des services de renseignement américains. Les rapports sur les frappes US en Syrie seraient enjolivés pour servir la ligne politique actuelle de la Maison-Blanche. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. Israël veut aider les Occidentaux à combattre la menace djihadiste au Proche-Orient. C'est le sens du message délivré par Benjamin Netanyahou à Londres auprès de David Cameron. Entretien au moment où Londres intensifie ses frappes contre l'EI en Syrie et fait face à une menace terroriste intérieure sans précédent. David Klezewski. À Londres, le Premier ministre israélien et son épouse s'accordent quelques minutes de repos à Hyde Park, loin de l'ambiance tendue hier entre manifestants pro- et anti-israéliens. Benjamin Netanyahou venait de rencontrer son homologue David Cameron, considéré comme proche des positions israéliennes sur plusieurs dossiers, notamment la lutte anti-islamiste. Nous avons beaucoup de choses à traiter aujourd'hui, la relation entre la Grande-Bretagne et Israël, les liens économiques et commerciaux entre nos pays, mais également les menaces mondiales, particulièrement la question du terrorisme islamiste de Daesh en Syrie et en Irak. Menace mondiale, mais aussi très locale pour le Royaume-Uni. La police a annoncé avoir interpellé dans le pays un nombre record d'individus liés au terrorisme. Près de 300 djihadistes présumés, pour beaucoup britanniques, se seraient engagés aux côtés de groupes extrémistes. Menace locale aussi pour Israël, dont le pays a connu une série de confrontations face à des mouvements radicaux chiites ou sunnites, comme le Hamas palestinien. Le Moyen-Orient croule sous les forces de l'islam radical sunnite sous la direction de l'État islamique et chiite sous la direction de l'Iran. Je pense que nous pourrons travailler ensemble pour repousser l'islam militant au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Benjamin Netanyahou s'est par ailleurs dit prêt à reprendre des négociations directes avec les Palestiniens sans conditions préalables. Et immédiatement, la Grande-Bretagne, avec 15 autres pays européens, a appelé à mettre en place l'étiquetage des produits fabriqués par des juifs qui vivent dans les régions de Cisjordanie. Alors en Syrie, justement, l'État islamique aurait tué une 50aine de soldats syriens en tentant de prendre le contrôle d'une base aérienne du régime. Cela se passe dans l'est du pays. Le HI qui diffuse également une nouvelle vidéo où il propose de vendre des otages entre ses mains. Mathias Inbar. L'esclavage a beau avoir été aboli dans la majorité des pays du globe, elle reste toujours en vigueur pour l'État islamique. Elle a fait d'ailleurs de la vente de ses prisonniers une source d'autofinancement. Un vice poussé à son paroxysme sur ces images, via le site internet de son magazine de propagande, Dabiq, Daesh dévoile non seulement le visage de 2 de ses otages, un Norvégien et un Chinois, mais les met en vente. Avec cette légende, quiconque souhaite payer sa rançon et le libérer, veuillez prendre contact avec un numéro de téléphone. L'indicatif plus 964 correspond à l'Irak. Un numéro de téléphone vraisemblablement intraçable. Aucune information n'est donnée sur le montant de la rançon. Ce qui est certain, c'est que l'État islamique confirme ainsi bien avoir fait prisonnier un otage norvégien. Un homme d'une 50aine d'années qui ne sera pas libéré via une somme d'argent. Son pays a affirmé qu'il ne négociera pas avec les djihadistes. Le gouvernement prend cette affaire très au sérieux. Nous ne pouvons pas et ne nous céderons pas aux pressions des terroristes et des criminels. La Norvège ne paye pas de rançon. Voilà un principe auquel nous ne pouvons pas renoncer ni discuter avec des terroristes cyniques. L'État islamique a déclaré que cette mise en vente de ses otages a une offre limitée dans le temps. La première ministre norvégienne a toutefois déclaré que les autorités de son pays utiliseraient tous les moyens pour libérer leurs otages. Sommet extraordinaire des pays d'Europe centrale avec l'Allemagne demain à Prague, alors qu'une nouvelle tension migratoire se fait sentir à la frontière entre la Serbie et la Hongrie. Plus de 5000 réfugiés ont afflué depuis hier, ce qui est un nouveau record. Et la Hongrie a d'ailleurs préparé son armée à intervenir en raison des débordements constatés. Myriam Aman. La Hongrie se prépare à appliquer ces nouvelles mesures anti-immigration.
Les patrouilles ont donc été renforcées à la frontière serbe, des unités de l'armée déployées. De l'autre côté de la clôture, des milliers de migrants sont arrivés ces dernières 24 heures. 5000, un record. Ils espèrent poursuivre leur chemin vers l'Autriche ou l'Allemagne. Mais les autorités hongroises ne comptent pas leur faciliter la tâche. Après la mise en place d'une première clôture, une deuxième est en cours de construction. 4 mètres de haut le long des 175 km de frontières. Jusqu'ici, Budapest n'a pas réussi à empêcher les migrants de traverser son territoire. Plus de 170 000 réfugiés ont franchi illégalement la frontière depuis le début de l'année. Mais une fois la frontière passée, les problèmes des réfugiés ne sont pas terminés. Ils doivent encore réussir à éviter la police. Dorgam est irakien, il est arrivé par train mercredi à Vienne. Il n'oubliera pas de sitôt son passage dans un camp de réfugiés hongrois. Les gens protestaient à cause des mauvaises conditions. Ils ont commencé à fuir, alors les autorités les ont envoyés en prison. Il n'y avait pas d'aide médicale, même pas de nourriture. Il y avait 9 personnes dans une seule chambre, prévues pour 4. Dans quelques jours, les nouvelles lois anti-immigration entreront en vigueur. Les migrants qui entrent illégalement en Hongrie seront arrêtés et risqueront alors jusqu'à 3 ans de prison ferme. Et l'Autriche, voisine de la Hongrie, a réagi elle aussi face à ce nouvel afflux de migrants en stoppant provisoirement aujourd'hui ces liaisons ferroviaires entre Budapest et Vienne. Vienne qui est la ville où arrivent ces migrants avant de se rendre la plupart du temps en Allemagne. Notre envoyé spécial Julia Guénancier a pu retracer l'itinéraire suivi par un réfugié pour parvenir jusqu'à Vienne. Son reportage avec Joseph Emmanuel. Les migrants continuent d'affluer à Vienne. Ils sont 400 à débarquer du premier train en provenance de Hongrie. La plupart ira ensuite en Allemagne. Mais pour certains, le voyage se termine ici. Le périple a été éprouvant, surtout lors du passage de la frontière serbo-hongroise. Les gens protestaient à cause des mauvaises conditions. Ils ont commencé à fuir, alors les autorités les ont envoyés en prison. Il n'y avait pas d'aide médicale, même pas de nourriture. Il y avait 9 personnes dans une seule chambre, prévue pour 4 personnes. Ils ont fui leur pays pour offrir de meilleures conditions de vie à leurs enfants. Et pour cela, tout commence à 30 km de Vienne, dans le plus grand centre de réfugiés d'Autriche. Une situation sanitaire dramatique, un camp totalement saturé. Ici sont actuellement hébergés 3500 demandeurs d'asile pour 1800 places seulement. Et les hommes font passer le temps en attendant une réponse des autorités. J'espère qu'ils vont me donner une maison et que je serai en mesure d'y faire venir ma famille, parce qu'en Syrie, c'est la guerre. Et j'espère vraiment que je vais obtenir le droit d'asile. Il y a 17 ans, Reza a passé 5 mois ici lorsqu'il est arrivé d'Irak. Pour lui, c'est ici que tout a commencé. Aujourd'hui, chauffeur de taxi, il passe quasiment tous les jours devant ce camp. Il se souvient d'une époque difficile. C'est très difficile pour les gens ici. On vient d'une grande famille. Et ici, on a beaucoup de difficultés. Selon les prévisions officielles, 70 000 migrants sont attendus cette année contre 30 000 l'an passé. Et le parcours administratif pour obtenir le statut de réfugié peut prendre plusieurs semaines. 19 620 demandes d'asile ont été pour l'instant déposées pour la seule année 2015 et entre 9 et 30% de ces demandes recevront une réponse positive. Alors on en a parlé, il y a une vive controverse toujours en Europe, désaccord avec la politique de quotas mise en place par Bruxelles. Les États-Unis, eux, de leur côté, ont décidé hier soir de faire un geste, mais sans donner de précision sur le nombre de réfugiés syriens qu'ils sont prêts à accueillir. Myri Maman. Jusqu'ici, les États-Unis n'ont pas montré un grand intérêt face au flux de migrants arrivés en Europe. Interrogé la semaine dernière après la photo choc d'Aylan, le petit garçon syrien mort noyé, John Kerry avait reconnu que son pays pourrait faire beaucoup plus, mais il avait alors exclu l'accueil de plus de réfugiés de manière permanente. Les déclarations du secrétaire d'État américain mercredi à la fin du Conseil du Congrès pourraient pourtant changer la donne. Je viens de rencontrer des membres du Congrès et nous sommes engagés à augmenter le nombre de réfugiés syriens que nous allons accueillir. Nous étudions très attentivement le nombre de personnes que nous pouvons gérer concernant cette crise en Syrie et en Europe.
L'Europe reproche à Washington sa passivité dans la crise migratoire qui frappe le vieux continent. L'ONU pointe lui du doigt le manque d'intérêt des Américains face au sort des Syriens contraints à fuir leur pays. Mais les critiques viennent également de l'intérieur des États-Unis. Notre gouvernement fait ce qu'il a déjà malheureusement trop souvent fait dans le passé. Nous tentons de déculpabiliser en nous disant que nous faisons quand même quelque chose. Mais c'est de la mauvaise foi, et tout le monde se rend compte que le fait de ne rien faire équivaut aux horreurs auxquelles nous sommes confrontés. Sous la pression, l'administration Obama a-t-elle cédé? Difficile à dire. John Kerry n'a pas révélé le nombre de migrants qui seront autorisés à s'installer sur le sol américain. Jusqu'ici, seuls 1800 Syriens ont été autorisés à se réfugier aux États-Unis en 4 ans de conflit. Un chiffre dérisoire au regard des 4 millions de réfugiés syriens à travers le monde depuis le début du conflit en 2014. Et on reste aux États-Unis où demain matin, le pays tout entier va se souvenir, comme il le fait chaque année depuis 14 ans maintenant, des terribles attentats du 11 septembre 2001. À New York, des cérémonies auront lieu, alors que sur le site de Ground Zero, les reconstructions ont permis de redonner vie à l'endroit, tout en gardant évidemment la mémoire de ce qui s'est passé. Daniel Ziri, bonsoir. Vous êtes notre correspondante à New York et sur place. Oui, bonsoir Jean-Charles. Eh bien, en apparence, il pourrait sembler que le souvenir du 11 septembre 2001 s'est estompé ici à New York et que la vie a repris son cours depuis ces 14 années. Mais ce n'est qu'en apparence, puisque les New-Yorkais portent en eux vraiment cette cicatrice profonde et douloureuse que les attentats ont laissée derrière eux. D'ailleurs, beaucoup de gens ici disent que chacun ici se souvient exactement de là où il était et ce qu'il faisait à l'heure où les tours jumelles ont été attaquées en 2001, il y a 14 ans. Et puis, ces souvenirs seront ravivés demain puisque pour le 14e anniversaire du 11 septembre, eh bien, il y aura une cérémonie comme chaque année qui aura lieu dans ce site derrière moi, le site du 11 septembre, le site du mémorial du 11 septembre, le Ground Zero, avec ces 2 grands bassins que nous avons pu voir, ces bassins qui représentent la chute des 2 tours jumelles. Et puis sur les bords de ces bassins, on peut voir les noms des victimes. Et vous voyez peut-être aussi derrière moi cette tour, la tour de la Liberté qui a été construite depuis 2006 jusqu'à 2014, donc novembre 2014 elle a été inaugurée, ça a pris 8 ans pour la construire, mais cette tour est censée symboliser la liberté que symbolise l'Amérique et puis l'espoir d'après les attentats. Donc comme je vous le disais, il y aura une cérémonie qui se tiendra ici demain matin. Cette cérémonie aura lieu à partir de 8h30, les noms des victimes seront lus à voix haute et puis bien sûr il y aura des moments de silence tout au cours de cette cérémonie pour marquer les événements tels qu'ils ont eu lieu. Jean-Charles, il faut dire que cette année, la grande question que beaucoup de gens se posent ici avec le combat contre le terrorisme et la lutte contre le terrorisme qui se passe partout dans le monde et qui bat son plein, eh bien c'est est-ce que vraiment New York est une ville plus sûre après 2001 et après ce qu'il s'est passé le 11 septembre? C'est la grande question que se posent les gens ici. Daniel Ziri, correspondante A24 News à New York. Et après avoir traqué Ben Laden pendant des années, les Américains mènent aujourd'hui une guerre depuis le ciel à l'État islamique en Syrie et en Irak. Et justement, l'efficacité de ces frappes se trouve au centre d'une polémique au sein des services de renseignement américains. Explication, Shai Benari avec Joseph Emmanuel. La leçon a-t-elle été mal apprise? Le Daily Beast rapporte que 50 analystes de la CIA ont déposé une plainte officielle auprès du Pentagone. Depuis un moment, les agents constatent que plusieurs de leurs rapports sur des groupes terroristes, comme l'État islamique, le Front Al-Nosra ou encore Al-Qaïda, ont été changés, altérés pour correspondre un peu plus au discours de l'administration Obama. Ces agents affirment que les rapports modifiés dépeignent ces mouvances terroristes comme plus faibles qu'elles ne le sont vraiment, et ainsi donne l'impression que l'Amérique est en train de gagner la guerre contre le terrorisme. Je vois les pièces du puzzle s'assembler. Je crois que tout se déroule de la bonne manière en Irak. Nous obtenons les effets attendus. Nous avons les preuves que c'est vrai, et pas seulement en termes d'évaluation des blessés de guerre. Nous avons d'ailleurs remarqué des changements dans le comportement et dans les tactiques de notre ennemi. Ces changements reflètent une diminution de leur capacité et une restriction de leur liberté de mouvement. Certains de ces rapports altérés seraient même arrivés jusque sur le bureau du président Obama. D'autres rapports, jugés trop négatifs, auraient tout bonnement été mis de côté, cachés au président des États-Unis.
Une lettre de plainte officielle a été envoyée au Pentagone. Les plaignants n'hésitent pas à utiliser le mot staliniste pour décrire des méthodes douteuses. Ça n'est pas le premier scandale de manipulation au sein du département de défense américain. En janvier 2003, le président George W. Bush présente son dossier contre Saddam Hussein, une compilation d'arguments pour justifier l'invasion imminente de l'Irak. Saddam Hussein a récemment tenté de se procurer des quantités importantes d'uranium en provenance d'Afrique. Un rapport possiblement basé sur de faux renseignements intégrés au discours présidentiel malgré les objections de la CIA. George Bush admettra quelques années plus tard que l'échec de ses services de renseignement en Irak restera le plus grand regret de sa présidence. Ainsi, beaucoup se demandent aujourd'hui si l'attaque du 11 septembre, la plus importante attaque terroriste de tous les temps, est en partie arrivée à cause de défaillances des services de renseignement américains. En juin 2001, les services de renseignement ont prévenu qu'une attaque terroriste majeure d'Al-Qaïda se préparait dans les semaines à venir. Nous avons demandé si ça pouvait se produire aux États-Unis. Ils ont répondu que ce n'était pas à exclure. Beaucoup se font aujourd'hui entendre pour que les politiques cessent de négliger les rapports sécuritaires. Les agences de sécurité n'ont pas vocation à adapter leur travail aux différentes visions politiques des chefs d'État, mais si certaines leçons semblent mal apprises par beaucoup, une semble être retenue par tout le monde. L'histoire, bien souvent, ne fait que se répéter. Alors, en direct avec nous, notre expert militaire pour le Moyen-Orient, Jacques Neria. Bonsoir, Jacques. Oui, bonsoir Jean-Charles. Quand vous entendez justement cette grogne au sein des services de renseignement américains, est-ce que ça vous étonne d'abord d'imaginer que ces rapports puissent être comme ça orientés de manière à plaire à l'administration Obama? C'est quelque chose de plausible? Écoutez, dans tout système hiérarchique, le plus vous montez dans les échelons, le plus vous êtes du côté des politiques et le plus vous êtes influencé par ce qu'ils pensent et vous voulez leur plaire. Ce n'est pas uniquement, je dirais, une caractéristique des services américains. Malheureusement, c'est une caractéristique des services un peu partout dans le monde, même en Israël. Donc, je dirais, le bout du canal qui est l'analyste et le bout du tunnel qui arrive en haut, et finalement, peuvent être deux choses complètement différentes. L'analyste verra quelque chose et qui sera interprété par lui, et en fin de compte, il sera représenté d'une autre manière. Et c'est pour cette raison-là que généralement, dans les grandes discussions, dans les grands débats sur des sujets clés, on amène les analystes qui sont au bas pour pouvoir s'exprimer devant tout le monde, au-delà des hiérarchies. Mais il suffit de regarder quand même ce qui se passe, Jacques, depuis que ces frappes ont commencé. On voit bien qu'il y en a énormément chaque jour, hein, c'est ce que disent les Américains, et puis que l'État islamique, au contraire, au lieu de reculer, continue d'avancer en Syrie. Donc on voit bien qu'il y a un décalage. Et écoutez, il y a un grand flou là-bas, on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que les Américains ont été en faveur de la création de Daesh? Pourquoi est-ce que les Américains ne sont pas plus acharnés sur la destruction des infrastructures de Daesh? Finalement, ce n'est pas une armée une armée chinoise, c'est une armée de 20 000, 30 000 combattants, peut-être avec des auxiliaires qui vont jusqu'à 200 000, mais qui sont concentrés dans des villes très spécifiques. Pourquoi est-ce que les Américains ne bombardent pas, enfin ils ont commencé dernièrement, en Syrie? Et pourquoi est-ce qu'avoir épargné le régime syrien? Il y a de grandes questions qui se posent qui n'ont jamais été répondues. Mais je voudrais vous donner un exemple des services israéliens. Vous savez, le 9 novembre 1977, le président Sadat, du haut de l'Assemblée nationale égyptienne, avait annoncé qu'il avait l'intention de visiter Israël. C'était la première fois qu'on entendait ça à la radio. Et naturellement, comme moi j'étais l'analyste qui écrivait, j'ai dit, effectivement, il veut et il s'est exprimé de cette façon. Certainement, il viendra, il a l'intention de venir en Israël. J'ai été pris pour un fou. Et en fin de compte, le rapport qui est sorti avait cité uniquement, c'était le compromis sur lequel on était arrivé, que le président Sadat avait exprimé son intention de visiter Israël. Si oui ou non, c'était quelque chose à ne pas être dit. Quelle fut la grande surprise le lendemain quand Begin avait dit « Ahlan wa sahlan, nous sommes prêts à cette visite-là ». Ouais, oui, effectivement, c'est un nouvel exemple de ce qui peut arriver au sommet de l'État. Alors, on voudrait qu'on dise un mot, parce que pour compliquer la situation sur le terrain en ce moment, Jacques Neria, il est fait état de la présence de centaines de soldats iraniens et peut-être même russes qui seraient là pour
sauver le régime d'Assad qui est en train évidemment de sombrer de toutes parts. Ça vous semble ça plausible aussi comme information ? Jean-Charles, je suis complètement étonné de cette question. Nous en parlons déjà depuis des mois. Nous savons que la présence iranienne au Liban date de 1982. Nous savons que des unités iraniennes sont sur le Golan. La preuve sur le général Ali Dada qui a été tué dernièrement sur le plateau du Golan avec le fils de Emad Mournier. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train d'inspecter les positions où ses forces devaient être déployées. Nous avons des unités commandées par des Iraniens, mais que ce sont des unités afghanes, ouzbeks et autres qui sont effectivement des gardes révolutionnaires qui sont en Syrie. Du côté russe, mais c'est quelque chose d'incroyable. Les Russes sont à Tartous depuis des décennies. Ils sont là-bas sur place. Ils sont là-bas avec des armes, avec des unités entières, et je dirais une armada maritime qui est de premier ordre. Donc, ce que les Russes sont en train de faire aujourd'hui, c'est d'augmenter la pression et d'essayer d'aider un allié défaillant face à l'attaque occidentale, face à l'attaque des Américains et autres qui semblent avoir tourné autrement pour l'instant contre le régime syrien. Merci Jacques Neria, donc expert pour le Moyen-Orient, pour cette intervention. Une découverte majeure dans une grotte d'Afrique du Sud. Des chercheurs affirment avoir retrouvé des ossements, en quantité d'ailleurs assez exceptionnelle, appartenant à une espèce humaine non répertoriée jusqu'à présent. Nouvelle origine possible donc pour l'homme. Joseph Emmanuel. Il était inconnu des hommes, il fait pourtant partie du genre humain. C'est dans une grotte de Maropang, en Afrique du Sud, un endroit très difficile d'accès, que les ossements de 15 hominidés ont été exhumés. À quelques encablures de Johannesburg, le site est réputé riche en découvertes archéologiques, un site que les spécialistes pensent être le berceau de l'humanité. Comme le vice-président d'Afrique du Sud, l'équipe de chercheurs se réjouit de ce que certains appellent une grande découverte. Je suis ravi de vous présenter une nouvelle espèce du genre humain. Une nouvelle espèce au sein de notre propre genre. Une espèce que l'on va appeler Homo naledi, naledi voulant dire étoile. Il s'appelle donc Naledi, classé dans le genre Homo, auquel appartient l'homme moderne. Mais une question nous taraude tous, à quoi ressemblait donc Homo naledi? Un petit cerveau de la taille d'une orange, un corps très élancé, malgré sa petite taille, 1,50 m pour 45 kg. Ses mains laissent supposer qu'il avait la capacité de manier des outils, et ses pieds étaient exactement comme les nôtres, il pouvait donc faire de longues marches. Mais la découverte a beau être qualifiée d'extraordinaire, elle reste un défi pour les chercheurs, car ces ossements compliquent un peu plus le tableau des hominidés. Naledi présente à la fois des caractéristiques modernes et anciennes. Moderne, ses mains, ses poignets et ses pieds. Ancien, la forme de la partie supérieure de son corps, plus proche du groupe préhumain des australopithèques. Cette découverte pourrait nous en apprendre davantage sur la transition, il y a environ 2 millions d'années, entre l'australopithèque primitif et notre ancêtre direct, l'Homo sapiens. Alors, cet homme d'un nouveau genre a donc été baptisé Homo naledi par ceux qui l'ont trouvé. On est en ligne avec le paléoanthropologue Antoine Balzo. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ça représente pour vous, qui êtes un spécialiste de la question, cette découverte qui vient d'être opérée donc en Afrique du Sud? C'est vraiment quelque chose de très important pour comprendre l'origine de l'homme? C'est une découverte exceptionnelle parce que c'est extrêmement rare de trouver autant de restes humains. C'est même unique pour ces périodes-là. On ne sait pas exactement quel âge ont ces fossiles parce qu'ils n'ont pas encore pu les dater car c'est un site très très compliqué. Mais trouver des centaines d'ossements comme ça pour des représentants anciens du genre Homo, c'est la première fois que ça arrive et ça va être vraiment quelque chose de nouveau et d'important pour connaître l'anatomie des premiers représentants du genre Homo. D'après ce que vous en avez vu là dans les images que l'on voit et ce qui est présenté depuis ce matin, est-ce que ça vous semble très différent des autres squelettes qu'on avait découverts jusqu'à présent? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques vraiment différentes des autres de la même période? C'est remarquable parce que c'est déjà tellement complet qu'on ne connaît pas du tout d'individus aussi bien préservés. Là, on a des mains complètes, des crânes presque complets. C'est vraiment
quelque chose d'extraordinaire. En soi, c'est une documentation qui est exceptionnelle, mais les caractéristiques, pour le moment, ça ressemble à ce qu'on connaît pour le début du genre Homo, les premiers comme Homo habilis qu'on trouve en Afrique de l'Est. Mais pour le moment, l'article là qui a été publié ne propose pas encore assez de comparaison entre tous les fossiles connus et ces nouveaux fossiles-là pour justifier vraiment la création d'une nouvelle espèce. On voit bien que c'est quelque chose qui est de l'homo, des premiers homos, mais c'est encore un peu trop tôt pour vraiment créer une nouvelle espèce. Est-ce qu'on sait s'il y a des similitudes entre ce type d'homo, comme vous l'appelez, et l'homme aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rapprocher entre des périodes aussi éloignées? Évidemment, il y a quelque chose de commun aux premiers homos et à nous, qui est une révolution dans l'évolution de l'homme. C'est le passage de primates qui ont des bras plutôt longs et des jambes assez courtes à des hommes réellement totalement bipèdes avec des jambes longues et des bras courts. Ça, c'est vraiment le caractère anatomique qui fait le genre homo, c'est ces proportions corporelles différentes d'un corps allongé comme le nôtre avec des bras relativement courts. Merci pour ces précisions, Antoine Balzo. Je rappelle que vous êtes paléoanthropologue au CNRS et donc vous réagissiez à cette découverte que vous qualifiez vous-même d'exceptionnelle. On vous croit sur parole. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Voilà, et voici une autre espèce d'homo très avancé, en tout cas sur un court de tennis. Voici le Wawrinka, c'est un joueur suisse qui, eh bien, encore une fois, fait une démonstration la nuit dernière à New York en se qualifiant très facilement pour les demi-finales de l'US Open. Il a battu, il a même laminé le Sud-Africain Kevin Anderson, qui se retrouvait là pour la première fois d'ailleurs en 3-7 et avec un cinglant d'ailleurs 6-0 dans la troisième manche. Vous allez voir quelques-uns des points et des démonstrations de puissance de Wawrinka qui va retrouver Federer en demi-finale. Federer qui a lui aussi battu très facilement le Français Gasquet dans l'autre demi-finale. On essaiera de vous montrer les images un petit peu plus tard. Mais voici donc le fameux passing de revers de Wawrinka qui lui a donc permis de se qualifier d'une manière assez radicale pour cette demi-finale. Ce soir, Djokovic jouera un match aussi très important face à Marin Cilic. Et voici la balle de match. Voilà, très facile, victoire de Wawrinka. On verra peut-être tout à l'heure les images de Federer et de Gasquet. On marque une pause. On se retrouve dans un instant pour évoquer la rencontre Netanyahou-Cameron et les négociations palestiniennes, avec un vote ce soir à l'ONU d'ailleurs sur le drapeau palestinien. À tout de suite. Netanyahou à Londres plaide pour une lutte conjointe contre le terrorisme islamiste au Moyen-Orient. Il a également été question avec David Cameron de la question palestinienne. On en parle dans un instant. La pression des migrants s'intensifie en Serbie et en Hongrie. L'armée hongroise a même été mobilisée pour intervenir alors que 5000 réfugiés ont franchi la frontière depuis hier. Et puis la révolte qui gronde au sein des services de renseignement américains. Les rapports sur les frappes US en Syrie seraient enjolivés pour mieux servir la ligne politique actuelle de la Maison-Blanche. Retour donc sur la visite de Benjamin Netanyahou à Londres avec cet entretien ce matin au 10 Downing Street avec David Cameron, son homologue britannique. On va en parler plus longuement dans un instant, mais on va retrouver sur place à Londres notre correspondante Ashley Chevalier qui a suivi cette visite. Bonsoir. Benjamin Netanyahou a quitté le 10 Downing Street en fin de matinée. Il était venu rencontrer le Premier ministre britannique, David Cameron. Au menu de leur discussion, principalement les questions de sécurité au Moyen-Orient. David Cameron a réaffirmé la détermination du Royaume-Uni à défendre le droit d'existence d'Israël, tandis que Benjamin Netanyahou a expliqué combien il était important que les deux pays s'allient pour lutter contre l'État islamique. Le Premier ministre israélien va poursuivre sa visite au Royaume-Uni jusqu'à demain. Au programme des rencontres avec des parlementaires ainsi
qu'avec des membres de la communauté juive, des représentants de cette communauté. Le détail de son agenda n'a pas été communiqué pour des raisons de sécurité, mais ce qui frappe aujourd'hui, c'est la différence d'ambiance devant le 10 Downing Street. Pas de manifestants, pas de banderoles. Il faut dire que le système de sécurité a été renforcé considérablement. Je vous rappelle qu'hier, 300 manifestants étaient venus réclamer l'arrestation immédiate du Premier ministre israélien pour crime de guerre. Une pétition à ce sujet a été mise en ligne il y a quelques semaines. Elle a déjà récolté plus de 100 000 signatures. Voilà, les Chevaliers depuis Londres. Alors, bonsoir Daniel Haïk, bonsoir Dror Even Sapir, on va évoquer avec vous d'ailleurs les sujets abordés parce que c'est quand même assez significatif ce qu'a dit Netanyahou aujourd'hui, peut-être d'ailleurs une réorientation de son message. D'abord, il n'est pas question de l'Iran, ça c'est pour une fois en tout cas une première chose, en tout cas pas directement du nucléaire iranien, il est question du terrorisme islamiste radical, qu'il soit sunnite ou chiite. Ça c'est une réorientation du message de Netanyahou en Europe? Benjamin Netanyahou constate que les Européens passent à la vitesse supérieure dans leur lutte contre le Daesh, contre l'État islamique. En Angleterre, justement, les Britanniques ont procédé et c'est assez nouveau, à une frappe ciblée contre des djihadistes en Syrie qui, semble-t-il, préparaient un attentat sur le sol britannique. C'est des méthodes qu'on connaît bien en Israël, qu'on connaît moins chez les Européens. Et puis la France qui a annoncé donc, des vols de reconnaissance en Syrie qui vont sans doute précéder des véritables frappes, là aussi, contre des cibles djihadistes en Syrie. Donc Benjamin Netanyahou, en fait, tente de convaincre les Européens que c'est très bien de lutter contre le djihadisme d'obédience sunnite, mais qu'il ne faut pas oublier que les islamistes chiites, l'Iran, le Hezbollah, sont aussi dangereux, si ce n'est peut-être davantage, parce qu'ils ont davantage de forces armées, davantage de missiles à leur disposition que les djihadistes du Daesh. Et là-dessus, bien évidemment, la mission est difficile, puisque les Européens sont partie prenante de cet accord de Vienne sur le programme nucléaire de l'Iran et qu'il y a des enjeux économiques très importants en jeu. Alors, Daniel Haïk, là-dessus? Alors, effectivement, il parle beaucoup il a évidemment mentionné aussi le fait qu'il y avait donc deux menaces, pas seulement la menace la menace de Daesh, mais aussi la menace de l'Iran. Ce sont, pour Benjamin Netanyahou, les deux faces d'une même pièce. Il faut lutter ensemble contre le terrorisme islamique. Mais il a aussi parlé, et c'est important, du dossier palestinien. Et ça, c'est tout à fait nouveau parce qu'on n'avait pas entendu parler, Benjamin Netanyahou, du dossier palestinien. Il a pris les devants, on va dire, et il s'est mis en position d'être celui qui prend l'initiative de relancer les négociations, en affirmant d'offrir la possibilité de relancer les négociations, même en ne posant aucune condition. Il invite Mahmoud Abbas, d'une certaine manière, à reprendre les négociations sans aucune condition préalable, et ça c'est important. Un petit peu quand même, Daniel, c'est pas la première fois qu'on entend Benjamin Netanyahou dire je suis prêt à une relance qu'on l'avait pas entendu parler sans aucune condition. Et c'est vrai, ça fait très longtemps qu'il ne... C'est nouveau. Non, c'est nouveau. Alors, on va expliquer le contexte peut-être. C'est nouveau dans le contexte de ces derniers mois, mais c'est pas la première fois que Netanyahou dit qu'il est prêt à reprendre des négociations sans condition préalable avec les Palestiniens. Ça veut dire que Benjamin Netanyahou a quelque part abandonné, on va dire, le cheval de l'Iran pour se focaliser aujourd'hui sur le cheval palestinien, mais pour une raison bien spécifique, parce qu'on est au mois de septembre. Et le mois de septembre, c'est un mois extrêmement difficile à passer pour la diplomatie israélienne, parce que c'est le mois de l'Assemblée générale des Nations unies. Dans le passé, Benjamin Netanyahou a toujours manœuvré afin que le mois de septembre se déroule pour lui de la manière la plus calme, que les Palestiniens ne prennent aucune initiative et soient... Alors justement, et là, c'est dans ce contexte qu'il faut essayer de comprendre les propos de Benjamin Netanyahou à David Cameron concernant la relance de négociations avec les Palestiniens. Il veut être, on va dire, le brave type, celui qui prend l'initiative, qui devance tout le monde et qui prend l'initiative de relancer les négociations afin de présenter Mahmoud Abbas, qui va passer dans les prochains jours dans certaines capitales européennes en expliquant qu'il n'y a plus aucun espoir de relancer les négociations. On sait que Mahmoud Abbas, on sait que Mahmoud Abbas est dans une période, on va dire, de pessimisme dans lequel il a l'intention de mettre fin, d'annoncer la fin des accords d'Oslo, peut-être même de démissionner, et il veut essayer d'expliquer aux Européens pourquoi Israël est responsable de cette situation et qu'il faut
durcir la position de l'Europe envers l'État d'Israël. Et dans ce contexte, c'est pour cela que Benjamin Netanyahu prend les devants, qu'il vient à Londres, qu'il annonce donc que lui, il est prêt de son point de vue à reprendre les négociations sans la moindre condition préalable afin de présenter par la suite Mahmoud Abbas comme le bad guy, le mauvais garçon de la région. Lorsqu'il est question d'aucune condition préalable, ça peut effectivement bien sonner aux oreilles européennes et occidentales, mais la plupart des observateurs savent que les Palestiniens ont des conditions préalables, et c'est, vous l'avez évoqué Jean-Charles, l'arrêt total des constructions dans les implantations en Cisjordanie et dans les quartiers israéliens de Jérusalem-Est, et c'est une condition qui est inacceptable pour le gouvernement actuel dans sa composition actuelle. On voit mal la coalition actuelle accepter ce genre de conditions, même si justement certains responsables des implantations se plaignent d'un gel des constructions qui ne dit pas son nom, qui avance masqué, et qui aurait été accepté par Benjamin Netanyahu pour répondre aux pressions internationales. Alors il y a peut-être aussi une stratégie qui est orientée vers l'Europe, parce que là on voit bien qu'il s'adresse à des dirigeants européens qui sont quand même très méfiants vis-à-vis d'Israël, beaucoup plus que les Américains. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est laissé comme ça de montrer sa bonne volonté, parce qu'on sait que les Européens sont prêts à durcir le ton vis-à-vis d'Israël. On est dans une situation où au cours des derniers mois, les Américains ont pris plusieurs pas de retrait par rapport justement au dossier iranien. Ils se sont focalisés sur le dossier iranien. Maintenant, une fois que le dossier iranien, l'accord de Vienne, devrait être entériné par le Congrès américain, alors il est possible que l'on assiste à un retour sur le devant de la scène des Américains. Et de ce côté-là, les Européens ne veulent pas être en reste, ils veulent aussi se rapprocher, pouvoir avoir une position très ferme. C'est la raison pour laquelle ils ont donc voté au niveau du Parlement européen en faveur de l'étiquetage des produits venant des implantations. C'est un symbole. Il y a eu des négociations, il y a eu des tractations qui ont prouvé, et les Israéliens le savent, au ministère des Affaires étrangères, on sait qu'il y a une volonté sérieuse de la part de l'Union européenne de durcir son attitude, au moins concernant les produits des implantations, afin d'essayer d'aller un peu dans le sens des Palestiniens, essayer de faire pression sur Israël pour qu'il y ait une reprise des négociations et pour se positionner, avoir une position claire et entière si par hasard les négociations devaient reprendre avec les Américains, avec le levier de pression des Américains. Alors on peut s'étonner d'une certaine manière du fait que les Européens qui ont tellement eu de mal à gérer la crise grecque, qui ont beaucoup de mal à gérer la crise des migrants, arrivent à trouver une sorte de voie commune pour essayer d'exprimer leur opposition à l'étiquetage des produits venant des implantations. Mais d'une manière ou d'une autre, on sent côté israélien qu'on va avoir certaines difficultés avec l'Union européenne. À chaque fois que Benjamin Netanyahu se déplace, c'est pour essayer de tempérer, d'essayer de voir chez les amis les plus proches, et David Cameron est considéré comme l'un des amis les plus proches, d'essayer de tempérer l'opposition de l'Europe à Israël aujourd'hui. Il y a un décalage selon vous entre justement les positions de Cameron, qui c'est vrai été assez modéré. Aujourd'hui, il a fait passer un petit message pour Gaza en disant qu'il souhaitait que la population puisse circuler plus librement en dehors de Gaza. Mais entre le climat qui régnait à Londres hier, ces manifestations très hostiles anti-Netanyahu, et puis finalement la position de Cameron, il y a un contraste, il y a une hostilité quand même. Il y a un contraste, c'est d'ailleurs lorsqu'on parle du vote au Parlement européen sur l'étiquetage des produits manufacturés dans les implantations, la résolution a été acceptée à une très très large majorité. Benjamin Netanyahu a réagi d'une manière très dure en parlant d'hypocrisie des Européens, des parlementaires européens. Je ne serais pas étonné d'apprendre que parmi les députés européens qui ont voté en faveur de cette résolution, il y avait des représentants du Parti conservateur britannique. David Cameron est une personnalité proche d'Israël. Ce n'est pas le cas de tout le monde dans son parti, ce n'est pas le cas de tout le monde dans l'opinion publique britannique, loin s'en faut. On l'a dit hier, la Grande-Bretagne est peut-être l'épicentre des activités anti-israéliennes en Europe. On voit les drapeaux du Hezbollah dans les manifestations qui étaient hier. Apparemment, ça ne gêne pas grand monde. Et un mot peut-être de l'opposition britannique. Si dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est effectivement Jeremy Corbyn qui est élu à la tête du Labour, du Parti travailliste britannique, et qui va donc prendre la tête en quelque sorte de l'opposition britannique, pour la première fois depuis très longtemps, on aura un chef de parti gouvernemental en Europe dont les positions, on sait, sont radicalement pro-palestinienne ou anti-israélienne, c'est selon. Il est parfois même accusé d'antisémitisme. C'est dire à quel point ses positions sur le conflit israélo-palestinien sont
radical, et il est sur le point d'être élu à la tête du Parti travailliste britannique, qui est loin d'être un parti marginal ou un petit parti. Donc oui, il y a des mouvements d'opinion qui ne vont pas dans le sens de Benjamin Netanyahou et d'Israël, et le vote au Parlement européen aujourd'hui en est bien évidemment l'illustration. Un mot sur le drapeau palestinien dont le vote va intervenir dans quelques minutes à New York. Pas de suspense, ça, il va être sans doute autorisé à flotter. Oui, puisque il y a une majorité évidente au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies en faveur de la Palestine. Maintenant, ça s'accompagne avec quelques grincements de dents de la part en particulier du Vatican, qui a été impliqué dans la lettre faite par les Palestiniens en faveur pour cette requête de hisser le drapeau palestinien. Les Palestiniens ont joint cette requête, ont joint le Vatican en faisant croire que le Vatican souhaitait aussi voir son drapeau hissé devant le Palais de Verre. Le Vatican a été furieux et a démenti formellement avoir été impliqué, avoir voulu que son drapeau soit hissé de la même manière que le veulent les Palestiniens. Mais en tout cas, ça fait partie des démarches que les Palestiniens initient unilatéralement dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est justement ce que craint Benjamin Netanyahou, mais d'une certaine manière, il peut se consoler, Benjamin Netanyahou, si les Palestiniens ne vont pas au-delà de cette requête de faire hisser le drapeau palestinien. Eh bien, c'est un moindre mal pour Israël. On est loin encore de ce qui s'est passé l'année dernière, de ce que l'on craignait, que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne puisse reconnaître un État palestinien. On est loin de cette situation. D'une certaine manière, pour Benjamin Netanyahou, c'est un moindre mal. Alors, je voudrais qu'on parle justement à propos de Netanyahou des relations très tendues, pour ne pas dire plus que froides en ce moment, qu'il entretient avec la presse, les journalistes, parce que dans Reven Sapir, il a posté un curieux message. Alors voilà, en fait, chaque année, à cette période de l'année, on approche du Nouvel An juif, Rosh Hashanah, et bien traditionnellement, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, quel qu'il soit, accorde des entretiens aux grandes chaînes de télé, aux grands journaux. Cette année, Benjamin Netanyahou en a décidé autrement, ce ne sera pas le cas. Et à la place, il a posté sur son mur Facebook, sur sa page Facebook, un message adressé aux citoyens d'Israël. En sustant, le message, c'était « Mon gouvernement, moi-même, on fait beaucoup de choses pour vous, citoyens d'Israël, mais vous n'en entendrez pas parler dans les médias. » On va écouter un premier extrait. Nous faisons énormément de choses pour le pays. Je sais que vous n'en entendez pas parler dans les médias, mais aux élections, j'ai obtenu un mandat clair pour diriger l'État d'Israël selon ma voix. Et c'est exactement ce que je fais dans de très nombreux domaines. Voilà, et les très nombreux domaines en question, et ensuite il les énumère dans ce message Facebook, c'est la sécurité, l'éducation, la baisse des impôts, le gaz, les infrastructures, la haute technologie, l'Iran, et sur l'Iran il insiste sur le fait que si la bataille est gagnée auprès de l'opinion publique américaine, puis à la fin de ce message il en rajoute une couche en quelque sorte sur le fait que les médias, les médias israéliens passeraient sous silence les acquis de son gouvernement, on va voir. Il y a encore beaucoup de choses, mais vous n'en entendrez pas parler dans les médias. Pour cela, allez voir ma page Facebook. Voilà, alors c'est ce qu'on a fait, on est allé voir donc sa page Facebook et on a vu ce petit message. Alors c'est un petit peu curieux parce qu'on sait que Netanyahou est très à l'aise dans l'art des interviews et que lorsqu'il passe à la télé, eh bien, il a une force de conviction qui est absolument hors pair. D'ailleurs, il en a fait la preuve au cours de la dernière campagne électorale. Ce qui se passe, on peut peut-être interroger sur les raisons de ce mésamour entre Israël et les médias israéliens. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, les médias israéliens avaient peut-être une coloration un petit peu à gauche et anti-Netanyahou. C'est moins le cas maintenant parce que le recrutement sociologique dans les médias israéliens s'est différencié. Vous avez beaucoup plus que par le passé de journalistes israéliens dont les opinions sont à droite ou sont issus du monde sioniste religieux. Mais c'est ce thème de Netanyahou contre les médias, eh bien, le Premier ministre israélien est parvenu à la conclusion que c'était un thème porteur, qu'il y avait beaucoup de gens dans l'opinion publique israélienne qui se méfiaient des médias israéliens et que donc se postaient comme un ennemi en quelque sorte des médias, des grandes chaînes de télévision, des grands journaux, ça peut lui être profitable au sein de l'opinion publique israélienne. Et il est vrai que pendant la campagne électorale, eh bien, on a eu droit à des interviews de Benjamin Netanyahou où les journalistes montraient leur mépris vis-à-vis du Premier ministre.
des journalistes qui sont censés être neutres, comme chacun sait. Alors il faut préciser que Benyamin Netanyahou reste un stratège en matière médiatique et de communication. Il l'a déjà prouvé dans le cadre de sa carrière. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'il y a eu des changements importants dans le cadre, à la présidence du Conseil, dans le pôle presse de Benyamin Netanyahou. Il y a des nouveaux venus qui sont arrivés. Et il est possible qu'il s'agisse là tout simplement d'une stratégie nouvelle, parce que finalement, si l'on fait les calculs, et certains les ont fait, Benyamin Netanyahou, s'il avait accepté les rendez-vous avec les plus importants journaux, il faut préciser que c'était prévu, tout était prévu, que ça a été annulé à la dernière seconde sous prétexte qu'il devait partir à Londres. Les interviews étaient prévues. S'il avait été interviewé par les grands journaux, le Yediot Aharonot, le Mariv, etc., eh bien, il aurait été vu par environ 5 millions d'Israéliens, une grande partie de la population israélienne. Et on a fait le calcul que finalement, à travers ce petit post qu'il a posté sur sa page Facebook, eh bien, cette page a été reprise, comme nous l'avons fait tout à l'heure, eh bien, elle a été reprise par tous les médias. Et que finalement, il y a 5 millions de personnes, plus ou moins, qui ont regardé cela. Donc, d'une certaine manière, il a pu dire ce qu'il a voulu dire. Ouais. Il n'a pas été critiqué. Il n'a pas été critiqué sur le dossier iranien. Il n'a pas été critiqué sur le problème du gaz, qui n'a pas été. Il n'a pas eu besoin de répondre aux questions. Et donc, c'est peut-être pour lui une stratégie. Et puis, c'est aussi peut-être une forme, peut-être ce qu'on pourrait appeler le syndrome du leader blasé, d'un homme qui est politique, qui est ici sur le terrain depuis 20 ans et qui essaye différentes stratégie, qui se rend compte que finalement celle-là est aussi bonne et qu'il n'a plus grand-chose à prouver. Benyamin Netanyahou, il a été réélu 4 fois, il n'a plus grand-chose à prouver et surtout il n'a plus besoin de la presse et surtout pas d'une presse qui est très hostile, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une partie de la presse israélienne qui est très hostile. On a mentionné par exemple un journaliste qui s'appelle Raviv Drucker, qui est le journaliste qui devait interviewer Benyamin Netanyahou pour la chaîne 10 et qui est un homme qui a causé de sérieux problèmes à Benyamin Netanyahou et à son épouse en révélant les affaires de leur voyage dans des hôtels, dans des palaces luxueux à travers le monde. Donc il est possible qu'il y ait une implication de Mme Netanyahou dans la volonté, dans le refus de Benyamin Netanyahou de se faire interviewer par Raviv Drucker, mais c'est de bonne guerre là aussi, et Benyamin Netanyahou montre que là aussi il n'a plus grand chose à prouver, il est là sur le terrain depuis longtemps. Ça fait partie de son nouveau jeu médiatique, on peut dire. Bon, en tout cas, voilà pour cette visite à Londres qui se poursuit jusqu'à demain et qui donc s'est déroulée finalement sans les incidents qu'on pouvait redouter. Merci Dror Even Sapir, merci Daniel Haïk. Au Liban, le gouvernement a proposé une sortie de crise aux manifestants dans la fameuse crise des déchets, un plan qui prévoit de revoir toute la politique de traitement des poubelles dans le pays. Mais la contestation est devenue également très politique. Cyril Amar. Ils étaient encore des milliers mercredi soir à manifester en plein cœur de Beyrouth. Malgré la tempête de sable qui s'est abattue sur le pays des cèdres, les Libanais sont descendus, toutes confessions confondues, pour protester contre le délabrement des services publics et la paralysie de l'État. On doit quémander nos besoins de base comme l'eau, l'électricité, la santé gratuite et l'éducation gratuite. Nous allons rester dans la rue jusqu'à ce que les politiciens s'en aillent, jusqu'à ce qu'on récupère le Liban et notre dignité en tant qu'être humain habitant dans ce pays. Nous voulons de l'électricité, de l'eau, des services médicaux, les droits minimums accordés aux peuples d'autres pays. Face à eux, les forces de l'ordre sont déployées pour protéger l'accès au Parlement. Sous la pression de la rue, c'est dans cette enceinte que les politiques sont réunis pour tenter de trouver une issue à la crise des déchets qui empoisonne le Liban depuis la mi-juillet. Après 6 heures de discussion, c'est le ministre de l'Agriculture qui annonce aux journalistes une sortie de crise. Ce plan est conforme aux conditions que nous nous sommes fixées et sera mis en œuvre dans la coopération. Ce soir, le cabinet a opté pour une solution environnementale, sûre et durable pour sortir de la crise des déchets. Un accord qui va désormais confier aux municipalités le traitement des déchets et la réouverture pour une semaine de la principale décharge à l'extérieur de Beyrouth. Assez pour apaiser la colère des manifestants? Pas si sûr, car après plus d'un mois de crise, la contestation sociale a de forts relents politiques. Le collectif Vous puez réclame toujours la démission du ministre de l'Environnement et l'élection d'un président de la République dans un pays qui en est dépourvu depuis plus d'1 an.
La dernière minute concernant la crise des migrants, Washington et la Maison-Blanche font savoir que les États-Unis vont accueillir l'an prochain 10 000 réfugiés syriens. Ils n'en avaient accueilli que 1 500 depuis 2011, donc geste annoncé par Barack Obama. En Grèce, dans 10 jours, nouvelles élections législatives anticipées, les 3e depuis le début de l'année. Et hier soir, premier débat télévisé avec notamment le Premier ministre démissionnaire Alexis Tsipras. Myriam Aman. Face aux journalistes, 7 chefs de parti. Mais les yeux restent surtout braqués sur l'extrémité gauche du plateau télévisé, sur l'ex-premier ministre grec qui a défendu bec et ongle l'accord obtenu avec les créanciers d'Athènes. Avec cet accord, nous avons réussi à stabiliser l'économie et à assurer des fonds jusqu'en 2019. Nous avons obtenu 86 milliards d'euros pour payer les obligations à court terme du pays, avec un intérêt plus faible. La parole passe alors au principal adversaire de Tsipras aux législatives, le patron de la formation de droite Nouvelle Démocratie. Et il n'hésite pas à s'en prendre à l'ancien chef du gouvernement. Il veut nous convaincre que son effort était le bon sur la base du temps qu'il a passé à négocier. Il a passé 17 heures et 7 mois de négociation. Un accord est toujours jugé par son résultat. Et ce résultat est, malheureusement, plus douloureux que s'il avait signé un accord en janvier, février ou même mars. Alexis Tsipras reconnaît qu'il a dû faire des concessions, mais affirme que la lutte contre l'austérité continue. Une lutte qui, selon le chef de Syriza, n'a jamais été la priorité de son adversaire de droite. Est-ce que le peuple grec a oublié que le parti de Nouvelle Démocratie avait promis de négocier et ne l'a pas fait ? Au moins, nous avons décidé de ne pas abandonner. Nous nous sommes battus et avons fait... Ce premier débat télévisé de la campagne législative n'avait pas pour seul but la confrontation des idées politiques des uns et des autres. Il avait également pour but de donner du souffle à cette campagne électorale. Mais l'émission n'a pas passionné les Grecs, épuisés par 5 années de crise économique. On parle cinéma à présent avant d'aller le présenter au Festival du film de Toronto ce week-end. L'actrice star d'Hollywood native de Jérusalem, Nathalie Portman, est venue présenter le premier film qu'elle réalise ici en Israël. L'histoire inspirée d'un livre d'Amos Oz se déroule en effet en Israël où le tournage a également eu lieu. Reportage Solal Azeroual. Nathalie Portman a présenté au public israélien une histoire d'amour et de ténèbres, le premier film qu'elle a réalisé. Pour sa première au Cinema City de Jérusalem, Nathalie Portman avait convié l'ancien président Shimon Peres et le maire de la ville, Nir Barkat. C'est une première étape réussie pour la jeune réalisatrice. C'est un très joli film, j'ai beaucoup aimé. Ce film exprime vraiment bien ce qu'a écrit Amos Oz dans son livre. J'ai vraiment adoré le rôle de Nathalie Portman. Elle est sublime, très joli film. Fustigée par la critique lors du festival de Cannes, l'actrice américano-israélienne n'en est pourtant pas à son coup d'essai. Elle avait réalisé New York I Love You aux côtés d'Ivan Attal. Applaudie pour ses performances dans Star Wars, V pour Vendetta et Black Swan, la titulaire d'un Oscar de meilleure performance d'actrice s'attaque cette fois-ci à un monstre sacré de la littérature israélienne. Une histoire d'amour et de ténèbres est l'adaptation du chef-d'œuvre éponyme de l'écrivain Amos Oz. Ce livre est vraiment épique, il contient plusieurs centaines d'histoires. C'était impossible pour un film de saisir les subtilités de ce livre. Adapter le best-seller autobiographique n'est pas le seul défi que Nathalie Portman s'est fixé. Ambitieuse, l'actrice, réalisatrice et scénariste décide aussi de se mettre en scène et elle n'a pas choisi l'anglais, mais l'hébreu. Langue biblique, la musicalité de l'hébreu rythme le film. Entre la fin de la Shoah et l'indépendance d'Israël, Nathalie Portman raconte Jérusalem. C'est un film jérusalemite. Une histoire d'amour et de ténèbres se déroule à Jérusalem, parle de Jérusalem et est réalisé par une Jérusalemite. Ce film porte la marque de la ville sainte. Je pense que les spectateurs comprendront l'histoire des habitants de Jérusalem. Je suis très fier de ce film. Pourtant, ce film est surtout le récit d'un fils qui voit sa mère sombrer dans la mélancolie, déprimé face à la vacuité de la vie et dépérir. Mêlant la grande et la petite histoire, le film décrit la genèse d'Israël, animé par le départ des Britanniques,
la déclaration du 14 mai 1948 et la guerre d'indépendance. Le Gotha israélien a assisté à l'avant-première, notamment l'ancien président de l'État juif, Shimon Peres. Je veux remercier Nathalie du fond de mon cœur. Ce film n'était pas un effort professionnel pour elle, mais une mission personnelle qui consistait à revenir vers la beauté de Jérusalem et la beauté de l'hébreu. Cependant, une histoire d'amour et de ténèbres n'apparaît pas dans la liste des films en compétition aux Ophir, les Oscars israéliens. Plusieurs explications, il n'a pas été sélectionné, pas été retenu comme un film israélien ou a choisi de concourir à l'international. De facto, la première réalisation de Nathalie Portman risque de ne pas représenter Israël aux Oscars. Avant le festival de Toronto, Israël est le premier pays à montrer une histoire d'amour et de ténèbres. Universel et israélien, l'identité du film est en fait aussi cosmopolite que sa réalisatrice. Voilà, et on vous avait promis tout à l'heure de vous montrer d'autres images de la nuit en tennis. L'autre quart de finale qui opposait le Suisse Federer au Français Richard Gasquet. Et là aussi, ça n'a pas traîné. 3-7 expéditifs pour Roger Federer qui a été impressionnant en dominant vraiment en puissance, notamment Richard Gasquet. Vous allez le voir avec ses volets particulièrement bien senti de la part de Roger Federer, 34 ans, faut-il le rappeler, cette année, et qui va peut-être remporter un 18e Grand Chelem puisqu'il est en demi-finale donc face à Wawrinka, et cet amorti incroyable réussi alors qu'il s'agissait d'un coup défensif. Très très belle démonstration donc de Federer. Gasquet totalement impuissant alors qu'il avait été très bon lors des tours précédents. Et la victoire en 3-7, donc 6-3. 6-3 encore dans ce deuxième set, avec cette volée encore. Et Federer qualifié donc face à Wawrinka pour le tour suivant, les demi-finales de cette US Open à suivre ce week-end. On marque une pause, nouveau journal dans un instant avec Alice de Comarmont. Et puis on revient pour parler de dernier développement dans l'enquête sur l'incendie de Douma. A tout à l'heure. Retour du grand direct, et c'est le ministre de la Défense israélien en personne qui l'affirme. Les auteurs de l'incendie meurtrier d'une maison palestinienne, 3 morts dont 2 enfants, dont un enfant, un bébé de 18 mois à Douma en Cisjordanie le 31 juillet dernier, sont clairement identifiés désormais. Mais pour l'instant, leur identité n'est pas révélée. C'est la piste d'extrémistes juifs qui avait d'ailleurs d'emblée été évoquée et qui est retenue aujourd'hui par ce même ministre de la Défense. On fait le point avec Cyril Amar. Plus d'un mois après l'incendie criminel qui a coûté la vie à un bébé palestinien à ses parents fin juillet en Cisjordanie, Israël reconnaît avoir identifié les auteurs. C'est ce qu'aurait confié mercredi soir le ministre de la Défense israélien, Moshe Ya'alon, lors d'un toast à l'occasion du Nouvel An juif, devant une vingtaine de jeunes militants du Likoud, le parti au pouvoir. Seul hic, à ce stade, l'armée israélienne refuse de divulguer l'identité des auteurs pour protéger les sources qui lui ont permis de remonter la piste du crime. Nous éprouvons des difficultés à fonder les preuves. Nous n'inculpons personne pour ne pas dévoiler nos sources au tribunal. Ce jeudi, Moshe Ya'alon se fait un peu plus bavard lors d'un entretien hors caméra avec des correspondants militaires. Nous sommes convaincus, à notre grand regret, que l'attentat de Douma a été perpétré par des juifs. Il s'agit d'un groupe radical qui a décidé de mettre le feu aux poudres. Un véritable groupe extrémiste qui dépasse le simple cadre des opérations dites du prix à payer. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, la famille Dawabché avait été surprise dans son sommeil quand des hommes masqués avaient lancé des engins incendiaires par les fenêtres de la maison dans le village de Douma, en Cisjordanie. Une attaque imputée à des extrémistes juifs qui a conduit à la détention administrative de 3 activistes d'extrême droite. Une mesure d'exception justifiée par Ya'alon pour, selon lui, déjouer le prochain attentat. Lundi, des milliers de Palestiniens ont participé aux funérailles de Riham Dawabché, la mère du petit Ali, brûlé vif dans l'incendie, et l'épouse de Saad, qui avait lui aussi succombé à ses blessures. De la famille Dawabché ne subsiste qu'Ahmed, 4 ans, grièvement brûlé et toujours soigné dans un hôpital israélien.
Alors on fait le point sur cette affaire et cette enquête évidemment avec vous, Ali Waqued. Bonsoir. Vous êtes notre expert pour les questions arabo-musulmanes. Et puis avec Cyril Amar qui vient donc de nous donner ses éclaircissements. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Alors il faut quand même essayer de comprendre pourquoi ces informations sont distillées comme cela. Est-ce qu'il faut penser? Parce qu'au départ, on était parti sur des extrémistes du fameux prix à payer qui crèvent habituellement des pneus et qui auraient peut-être dérapé. Là, il semble que ce soit bien plus grave, bien plus important, ce que veut dire Yalon. Il faudra rappeler aux téléspectateurs que depuis un mois, il y a une censure totale sur l'enquête. Impossible de savoir quelle piste est privilégiée, même si effectivement, d'après les estimations de la police, ce sont effectivement des extrémistes juifs, mais le terme est vague. On ne savait pas si c'était des militants de ces opérations dites du prix à payer ou des extrémistes juifs d'une autre organisation. C'est clair, après l'incendie criminel, le gouvernement avait choisi d'utiliser la méthode forte, la manière forte. Immédiatement après l'incendie, d'ailleurs, un vaste coup de filet de la police et de l'armée israélienne dans les rangs de ces extrémistes juifs. Trois extrémistes avaient été placés en détention administrative qui d'ailleurs n'habitaient pas les colonies. En tout cas, certains d'entre eux n'habitaient pas les colonies. Je pense notamment à Meir Ettinger, le petit-fils du rabbin Meir Kahana, qui avait été arrêté non pas dans les territoires palestiniens, mais à Safed, dans le nord d'Israël. Et il avait été arrêté immédiatement après l'incendie. 10 assignations à résidence, donc c'est clair qu'aujourd'hui, la politique de tolérance zéro promise par Netanyahou est en train d'être appliquée. Et effectivement, on est peut-être en présence là de quelque chose de beaucoup plus grand, peut-être qui dépasse même les renseignements que peuvent avoir les forces de sécurité israéliennes. Il faut rappeler quand même que depuis les années 80, le terrorisme juif existe, même si ce n'était pas dans ces dimensions, dans ces proportions. Mais après l'assassinat d'Yitzhak Rabin, le département juif du Shabak, du Shin Bet, ces services de contre-espionnage israéliens, a été renforcé. Le terrain est quadrillé, on sait quelles sont les forces en présence. C'est pour cela que d'ailleurs, immédiatement après l'incendie, des personnes ont été arrêtées. Ça a été très rapide. Et aujourd'hui, effectivement, alors, Moshe Yaalon l'a dit à demi-mot lors de cet entretien avec le correspondant militaire, les personnes qui ont été interpellées auraient un lien quelconque avec l'incendie. Alors, Ali Waqued, côté palestinien, on peut trouver, effectivement, on peut dire que ça a été très vite d'un côté, mais on peut trouver aussi que ça ne va pas assez vite, parce que finalement, aujourd'hui, on n'a toujours pas l'identité, on n'a pas de suspect véritablement déféré devant la justice, plus d'un mois après. En plus, les Palestiniens pensent que les Israéliens ne vont pas mettre derrière des suspects israéliens. Pour les Palestiniens, depuis le début de l'intifada, avec des centaines de crimes plus graves, moins graves, commis par des colons israéliens, il y a peut-être ceux qui ont été accusés et mis en prison, on peut les compter sur les doigts d'une seule main. Donc les Palestiniens ne sont pas convaincus que les autorités israéliennes vont faire tout pour sanctionner ces groupes extrémistes juifs. Maintenant, Jean-Charles, il faut comprendre qu'il y a un contexte interpalestinien quand il s'agit des colons. Les Palestiniens, l'autorité palestinienne se voit tous les jours critiquée par le Hamas, qu'elle ne lâche pas le peuple palestinien, qu'elle ne lâche pas les jeunes palestiniens, les militants palestiniens à se venger. Et au contraire, depuis cet incident qui a fait brûler toute une famille dans la région de Naples, l'autorité palestinienne a arrêté presque une centaine de militants du Hamas suspects de vouloir former des filets pour essayer de se venger après cet incident. Alors je voudrais qu'on accueille quelques minutes au téléphone justement Lali Deray, qui est rédactrice en chef du site d'information Isra Presse. Bonsoir Lali. Vous suivez vous aussi de près évidemment cette enquête. C'est vrai qu'on a tout de suite jeté, on va dire, la suspicion sur ces fameux jeunes des collines qui sont des extrémistes qui vivent dans les implantations et qui s'en prennent souvent à des biens palestiniens. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a affaire à quelque chose de plus gros. En tout cas, c'est ce que laisse entendre Moshe Yaalon. Oui, ce que laisse entendre Moshe Yaalon, en fait, qu'il ne laisse même pas entendre, c'est d'ailleurs la seule chose qu'il a dit très clairement, c'est que les personnes incriminées ou suspectes dans cette affaire ne viennent pas des implantations de Judée de Samarie. C'est la seule chose claire qu'il a dite. Donc oui, en effet, on a jeté bien entendu l'opprobre sur les gosses, en fait, ce groupe-là du prix à payer. Mais aujourd'hui, il s'avère que non, en fait,
En effet, ce pourrait être des gens qui vivent dans le petit Israël et qui ne sont pas du tout liés aux implantations. Est-ce que ça veut dire justement qu'aujourd'hui dans les implantations, on veut essayer de démarquer finalement ces extrémistes qui portent tort peut-être aux habitants des implantations qui, eux, finalement ne causent pas de troubles envers les Palestiniens? Est-ce qu'il s'agit aujourd'hui peut-être de démêler un petit peu le bon grain de l'ivraie, comme on dit? Oui, alors moi je pense que oui, tout à fait. En tout cas, bon, pour la petite histoire, moi aussi j'habite dans une implantation et donc au lendemain de l'incendie de Douma et de la mort du petit Ali, bon, tout le monde était dans un état, tout le monde était catastrophé parce que ce n'est pas l'éducation qu'on donne à nos enfants et ce n'est pas ce que nous voulons dans notre on se démarque complètement de ces actes terribles. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs sortes d'implantations et à l'intérieur des implantations il y a toutes sortes de personnes. Mettre tout le monde dans le même panier, c'est faire une énorme erreur. On a toutes sortes de personnes, on a toutes sortes de mouvances à l'intérieur des implantations et ces personnes qui commettent ces actes de prix à payer, ils sont une toute petite minorité et à l'intérieur de cette toute petite minorité, il y a encore une plus petite minorité qui qui encourage les actes violents. Alors oui, en effet, il y a eu plusieurs appels de rabbins, des rabbins très haut placés de Judée et de Samarie, qui ont appelé à se démarquer complètement de ces actes-là. Il y a eu des réunions avec des musulmans, des prières communes. Comment faire pour se démarquer de ces personnes? Il faut comprendre que ces adolescents, ces délinquants, en fait, on va dire, du prix à payer, n'ont ni Dieu ni maître. Ils n'écoutent personne, ils ne font pas partie d'une organisation. Cyril parlait d'organisation, ce n'est pas une organisation, il n'y a rien d'organisé dans cette mouvance-là. Et donc c'est très difficile de les mettre de côté. Alors, restez avec nous encore un peu, Laïd Oré, Cyril Amar, une petite précision sur ce que dit Laïd Oré. Moshe Yaalon n'a pas exclu la possibilité que les assassins soient issus des implantations de Juifs sur Cisjordanie. Il a tout simplement dit qu'on était face à une organisation beaucoup plus importante et qui dépassait de loin le cadre des opérations dites du prêt à payer, ce qui ne veut pas dire que les auteurs de l'incendie ne sont pas issus des implantations juives de Cisjordanie. On peut d'ailleurs difficilement imaginer comment les auteurs de cet incendie n'ont pas pu bénéficier d'une certaine complicité, parce que à venir de Safed, ou venir de Haïfa, ou venir de Tel Aviv et de Jérusalem, et d'arriver en pleine nuit dans un village palestinien, c'est pas une chose aisée quand on ne bénéficie pas à l'intérieur même d'une implantation ou d'ailleurs d'une certaine complicité. Autre point, les indiscrétions de Moshe Yaalon ont toute leur importance aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles mettent fin à ces supputations qu'on entend depuis quand même plusieurs semaines, à savoir qui tentaient d'affranchir peut-être certains extrémistes juifs de l'incendie de Douma en essayant d'évoquer la piste crapuleuse, le règlement de compte intra-palestinien au sein même de la famille d'Awabché, puisque plusieurs incendies avaient eu lieu. Donc aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça aussi que la fuite est intentionnelle, peut-être même orchestrée, peut-être essayer de mettre fin à ces supputations d'une certaine frange de l'extrême droite israélienne qui visait justement donc à affranchir, à ne faire comme si qu'il n'existait pas de terrorisme juif en Israël. Ali Wakel. Oui, je pense, Jean-Charles, que c'est très important ce qui a dit M. Yaalon. M. Yaalon qui s'avère être peut-être le dernier responsable israélien qui n'hésite pas à affronter les extrémistes juifs. On dit que certains de ces extrémistes vont faire le calcul avec lui durant les primaires du Likoud, mais M. Yaalon, quand il dit ça, il sait très bien qu'il y a une force qui sépare entre Palestiniens et Israéliens, entre les actes de revanche que peuvent commettre les Palestiniens, et c'est l'autorité palestinienne. Monsieur Yaalon savent très bien que c'est la coordination entre les services de sécurité palestinienne et israélienne. Quand il y a eu l'annonce que la situation de la mer est devenue très critique et qu'elle risque de périr, l'autorité palestinienne a envoyé des centaines d'hommes de sécurité à la région de Naplouse pour essayer
de faire tout ce qui est nécessaire pour prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter des confrontations, pour éviter une escalade dans la situation. Et M. Yalon le sait très bien. Il sait que l'autorité palestinienne fait tout ce qu'il faut et il envoie un message que les autorités israéliennes feront tout pour essayer d'éviter ces crimes. Maintenant, arrêter une dizaine de jeunes des collines, une dizaine des radicaux juifs. Je ne sais pas si c'est la mesure qu'attend l'autorité palestinienne. Et en plus, la révélation de M. Yalon aujourd'hui est venue après une décision du Parlement européen de marquer les marchandises en provenance en Europe, les marchandises en provenance des colonies israéliennes en Cisjordanie. Et l'autorité palestinienne sent qu'il y a un certain momentum qu'il faut utiliser pour mettre l'accent sur les colonies et les colons comme l'obstacle majeur devant tout un processus de négociation important. Ouais. Lali Doré qui est toujours en ligne avec nous. Vous avez l'impression justement que ça, depuis cette affaire, justement, on montre un peu plus du doigt les habitants des implantations. Vous avez l'impression que ça a joué peut-être sur ce vote d'ailleurs qui est intervenu au Parlement européen. Est-ce que ça a pu accélérer le processus ? Je pense que le Parlement européen n'a pas besoin de ce genre d'acte pour pointer du doigt les habitants des implantations. Je pense que c'est vraiment pas ce qui l'a poussé. Ce sont des décisions qui sont prises depuis des années. Ce n'est pas nouveau. Par contre, ce que je voulais juste rajouter, c'est je pense que c'est tout l'intérêt de Moshe Ya'alon et de tout le système sécuritaire israélien que de trouver le plus rapidement possible les auteurs de cet incendie et de les écrouer, de les mettre sous les barreaux. Et je pense que oui, en effet, c'est complètement orchestré. Ces révélations sont orchestrées, justement pour arrêter un peu les fausses rumeurs qui circulaient un peu partout et pour prouver aux Palestiniens et aux Israéliens que ce genre de crime ne reste pas impuni et que Israël sera très sévère pour ce genre d'acte. Merci Lali Doré, rédactrice en chef du site Isra Press. Un mot parce qu'il y a des frictions souvent entre habitants de ces implantations, ces fameux jeunes des collines et puis les habitants palestiniens, ce qui favorise le Hamas d'ailleurs dans ces zones où ça se produit. Oui, tout à fait Jean-Charles. Si on prend le score des partis palestiniens après les élections législatives les dernières et le deuxième d'ailleurs en 2006, il s'avérait très clair que le score du Hamas dans la région de Naples et dans la région du Hébron a été beaucoup plus important que celui du Fatah et même par rapport au score du Hamas dans les autres régions palestiniennes. Ce que veut dire que plus il y a de la tension entre colons juifs et palestiniens, plus le score, plus la popularité des organisations palestiniennes radicales est plus importante. Voilà, un dernier mot Cyril, pour l'instant il n'y a pas d'indication sur le nombre de suspects qui seront... Non, il y a 3 détentions administratives. On rappelle quand même aux téléspectateurs que c'est une mesure exceptionnelle qui est prise généralement pour les Palestiniens. 3 détentions administratives, 10 assignations à résidence, mais la déclaration de Yalon est engageante quand même. Je ne suis pas d'accord avec vous, Ali Waked, dans le sens où Yalon là ne se paye pas de mots. C'est engageant, c'est-à-dire que les révélations sont claires, les auteurs sont juifs, il y aura très certainement une procédure judiciaire et les responsables seront traduits en justice à un moment ou à un autre. Et ben voilà, on suit ça de très près, évidemment. 3 morts dans cet incendie criminel du 31 juillet dernier à Douma. Merci Ali Waked, merci Cyril Amar. Nouveau journal complet à venir dans moins de 2 minutes maintenant sur i24 News. Ce sera avec Alice de Comarmont. Bonne soirée.